Si je vous disais que vous pourriez apprendre à parler de telle sorte que vous réussirez tous vos oraux et vos prises de parole. Vous pensez que vos performances orales dépendent du contenu, mais non. Pour un contenu égal, la manière dont vous parlez peut changer du tout au tout l'impression de l'auditoire. Qu'est-ce que maîtriser l'éloquence? D'abord, c'est comprendre que l'éloquence aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que la rhétorique du temps de Cicéron. Aujourd'hui, l'authenticité, la sincérité sont les choses les plus valorisées. Évidemment, il s'agit d'une impression de sincérité. Ça vous permet de convaincre, c'est-à-dire de rendre aveugle l'auditoire, le jury, sur les erreurs, les approximations. Ça vous permet de fasciner, de donner envie de travailler avec vous, et cela quoi que vous disiez. Surtout, la maîtrise de la parole va laisser une impression durable. Et petit à petit, ça va aussi vous créer une réputation. On vous recherchera. Vous serez apprécié. Regardez certains acteurs comme Lucchini, certains hommes politiques, certains avocats. Ils frappent durablement l'auditoire et ils emportent tous les suffrages qu'ils veulent. Mais maîtriser l'oral n'est pas réservé à ces professions. La maîtrise de l'oral peut vous servir dans tous les aspects de la vie, alors a fortiori si vous avez des oraux à passer. J'ai passé beaucoup d'oraux dans ma vie, mais j'ai surtout beaucoup participé à des jurys d'oraux de concours, à des jurys d'éloquence. Quand on est jury, on sait bien d'où vient le manque de charisme, le manque de persuasion. On sait à quel point ça se trahit sur de toutes petites choses. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à travailler avec moi en remplissant le formulaire ci-dessous. Je vous permettrai d'exceller et de faire des performances dont vous ne reviendrez pas vous-même. Alors je vais passer aux 4 piliers pour réussir vos prises de parole et subjuguer votre auditoire. Le premier pilier, c'est d'être prêt. Être prêt signifie avoir suffisamment travaillé la matière pour ne pas douter un seul instant que vous avez fait le mieux possible. C'est en effet un ressort psychologique. Être prêt est le meilleur moyen pour subjuguer le stress, le trac de l'oral. Mais le contenu ne suffit pas pour exceller à l'oral. Et même, vous pouvez exceller dans des situations dans lesquelles le contenu vous est défavorable. C'est là que l'éloquence devient fondamentale. Et le second pilier, celui que vous devez travailler absolument, c'est l'élocution et l'articulation. Être éloquent, effectivement, c'est être clair, c'est-à-dire audible en premier lieu. Et j'inclurai dedans la maîtrise de la langue et l'accent. D'ailleurs, cette articulation va vous permettre de créer un lien avec votre auditeur. Et c'est ce lien qui va vous permettre de déplacer votre stress. Par ailleurs, il y a quelque chose de pervers dans le fait de ne pas articuler, de manger vos mots, de parler dans votre barbe. C'est que si vous sentez que vous communiquez mal, vous communiquerez de moins en moins bien. Si vous n'êtes pas clair, vous ne le serez pas pour vous-même. Vous saurez que quelque chose ne va pas dans la situation de communication, que vous n'êtes pas suffisamment entendu, écouté. Et dès lors, vous serez de plus en plus brouillon. C'est tout autant pour vous-même que pour l'autre qu'il faut que vous soyez clair. Un exercice très simple consiste à articuler 5 à 10 minutes par jour. Fabienne Tabar, Fabienne Tabar, Fabienne Tabar, Antoine Douanel, Antoine Douanel. Ça vous permettra également de poser votre voix, de trouver votre voix, parce que dans l'authenticité, le plus important est aussi d'avoir sa voix à soi. C'est quelque chose d'assez magique. Vous verrez que votre pensée se clarifiera à l'oral. Alors travailler l'élocution suppose certes l'articulation, mais suppose aussi de travailler un peu la grammaire. N'hésitez pas à écouter des podcasts de personnes qui parlent très bien, par exemple sur France Culture, du Collège de France ou de la Sorbonne. Vous voyez que l'accent fait absolument partie de cet apprentissage de l'articulation et de l'élocution. Et si je prends l'exemple récent du discours d'Emmanuel Macron et de son For Sure, Times is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. vous voyez quel impact a sur l'auditoire ces petits détails d'articulation, d'élocution et d'accent. Eh bien, dites-vous que dans toutes les situations, même la vôtre, même dans un oral de concours, l'impact est peut-être moins spectaculaire, mais c'est le même. Alors, cet exemple de notre président m'amène au troisième point que j'aurais plutôt mis en quatrième, mais que je vais enchaîner là, c'est la posture et l'habit. La présence physique, c'est la manière de poser sa voix, c'est la manière dont on se tient, c'est le regard, mais c'est aussi la manière dont on est habillé. Ça s'appelait l'actio dans la rhétorique classique. La voix, les effets de manche étaient particulièrement importants. Il faut en effet que la gestuelle, la voix, le ton soient appropriés au discours que l'on tient. Le moindre décalage marque beaucoup l'auditoire. Mais je vais vous surprendre. Une étude récente montre que la manière dont vous êtes habillé a plus d'impact que la manière dont vous vous tenez. En comparant une personne bien habillée qui se tenait mal, un peu avachie, et une personne mal habillée qui se tenait très bien, il a été démontré à l'unanimité que la personne bien habillée qui se tenait mal était plus convaincante, plus attractive, paraissait plus intéressante que la personne mal habillée qui se tenait bien.
Vous connaissez l'adage et la métaphore, l'habit ne fait pas le moine. Cela signifie qu'il ne suffit pas de porter une robe de bure pour être un bon pénitent. J'ai envie de retourner cette métaphore et de la prendre dans un sens littéral inversé. Si certes l'habit ne fait pas le moine, il fait l'orateur, il fait l'homme social. En effet, la sociabilité, c'est l'adaptation. Ça ne signifie pas un manque de personnalité. Au contraire, cela signifie que vous êtes capable de communiquer. Et à l'oral, il est fondamental d'inspirer cette confiance. Alors, si j'enchaînais sur l'exemple du président, c'est peut-être que ce jour-là, ses lunettes noires ont fait qu'une petite faute de prononciation est particulièrement mal passée. For sure. Enfin, le quatrième pilier concerne le silence. Ne pas avoir peur du silence. Voilà la clé d'une prise de parole réussie. Il vous permet de rythmer votre discours, c'est-à-dire de communiquer un sens. Mettre en évidence un mot, une idée, en marquant un silence avant ou après, ou les deux. Ne pas avoir peur du silence va montrer que vous êtes sûr de vous. En effet, l'insécurité se traduit souvent par la nécessité de combler les vides, la peur du vide. Ça vous laissera de plus le temps de réfléchir, d'atteindre une certaine exactitude. Si vous acceptez le silence, votre parole va moins précéder votre pensée. Là encore, le fait de trop parler est souvent une source de confusion pour vous-même et pour votre public. Accepter le silence permet aussi de se débarrasser des mots parasites, en fait, du coup, et de ces formules vides. C'est suspendre par un mot. Ça s'appelle un silence.